Bonjour tous, honorés aujourd'hui de recevoir notre cher ami Dr Philippe Murer. Philippe Murer, c'est un économiste de renommée internationale, essayiste. Nous avons l'honneur aujourd'hui de l'inviter et pour parler de deux choses. D'abord, la présentation de son livre, son ouvrage Sortir du capitalisme du désastre, et aussi voir son point de vue en tant qu'expert économique et financier concernant les impacts économiques de la guerre ukrainienne sur la vie quotidienne en Europe. Merci beaucoup, cher docteur Philippe Murer, d'être avec nous, d'accepter notre invitation malgré l'agenda chargé. Merci infiniment. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Juste, il faut que je précise, je ne suis pas docteur en économie, je suis ingénieur et oui, j'ai je m'excuse, aussi, non, il n'y a pas de souci, et j'ai aussi un diplôme Bac+5 d'économie, plus une expérience en économie. Effectivement, j'ai travaillé avec Jacques Sapir pour, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, pour un bouquin sur la dissolution de l'euro, et j'ai fait tout un tas de travail sur l'économie d'ailleurs, et je le précise, sur l'écologie, puisque c'est aussi notre avenir. Oui, sortir du capitalisme de désastre. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que nous devons céder ce modèle de capitalisme? Est-ce que vous cherchez un autre modèle? Est-ce que vous cherchez soit tout free ou tout contrôlé par l'État, soit la dictature ou la liberté totale, l'ultra-libéral? Qu'est-ce que vous cherchez? Justement, c'est un équilibre. Je montre que la destruction de l'équilibre, le fait que petit à petit, en fait, tout soit contrôlé de plus en plus par des puissances privées, que la finance soit complètement libérée, que alors que les banques prêtent, par exemple, reçoivent de l'argent des banques centrales, donc de l'argent du peuple, finalement, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent, aller le mettre dans la spéculation sur le riz ou le blé, alors qu'en fait, elles devraient en avoir un usage, vous voyez, intelligent. Surtout, je montre que ce capitalisme du désastre, il l'est de plusieurs manières. Première manière, au niveau économique. Bon, la Suisse, ça ne va pas trop mal au niveau économique, mais vous savez que tous les pays occidentaux ont vu leur croissance s'effondrer depuis 40 ans. On est passé de 4% de croissance à 1%, et maintenant, je pense qu'on va plutôt être autour de zéro, voire négatif. Ça, c'est la première chose. Mais on a aussi un désastre humain derrière, puisque c'est une société ubérisée avec des gens extrêmement stressés, en burn-out. Là, pour vous dire, j'ai vu récemment un sondage où un jeune sur deux en France de moins de 30 ans salarié dort mal la nuit. Enfin, vous voyez, il y a un problème humain grave. Je veux dire, quand on est jeune, normalement, on dort bien la nuit. Mais cette société, et notamment le monde du travail, est devenu extrêmement stressant. Et puis, bien entendu, une destruction de la nature et même, finalement, bon, on va peut-être, c'est assez long à expliquer, mais cette oligarchie et les puissances d'argent gigantesques qui ont été générées par la mondialisation, en fait, ont pris le pouvoir sur les médias, sont en train de prendre le pouvoir sur le politique avec les politiques. Et finalement, on a une forme, notre démocratie est en train de dégénérer en oligarchie, en plutocratie, voilà, dans tout l'Occident, quoi, en fait. Ça veut dire, Philippe Murer, vous n'êtes pas contre, lorsque ça nous donne les coupes, destruction, etc. On dit peut-être Philippe Murer va implanter un système de Che Guevara, de tout, la priorité pour tous, etc. Vous n'êtes pas contre la liberté du capital, vous n'êtes pas contre le capitalisme, mais vous êtes contre l'ultra-capitalisme, capitalisme sauvage, capitalisme de dominant. Exactement. Et le capitalisme doit être pondéré, en fait, régulé par l'État. Et par l'État, et derrière vous, vous avez une chance extraordinaire en Suisse d'avoir le référendum d'initiative citoyenne, donc encore mieux le réguler par un référendum aussi d'initiative citoyenne quand c'est nécessaire. Pas de mondialisation, parce que la mondialisation, pour des pays comme la France, des grands pays, c'est forcément très, très compliqué à gérer, c'est un appauvrissement. Donc, il y a beaucoup de choses, et puis définanciariser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et surtout, je n'ai pas du tout la vision de l'écologie, d'Europe Écologie Les Verts, de tous les écolos de gauche, mais je pense qu'il faut aller vers une économie qui s'allie, qui s'hybride avec l'écologie. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de bouquins sur l'écologie pour montrer comment on pouvait passer à une agriculture 100% bio en France en 20 ans,
comment on pouvait passer à 0% d'énergie fossile tout en gardant une économie tout à fait prospère, quoi, sans détruire la prospérité de la nation et la qualité de vie des gens. Vous défendez le troisième voie alternative, en Oui, provoquant l'héritage de votre référence politique de Gaulle. tout à Est-ce que fait. vous pensez que cet héritage maintenant, actuellement, est applicable avec tous ces... hein? Complètement applicable, effectivement. Est-ce Après, qu'il est applicable avec une France au sein de l'Union ah européenne non, bien ou sûr, une France hors, non, avec valorisation monétaire et tout? non, il faut effectivement que la France soit souveraine, qu'elle ait sa propre monnaie, évidemment, parce que tout pays qui n'a pas sa monnaie finit par avoir des gros problèmes. On l'a vu récemment avec le Liban, avec un problème catastrophique, vous voyez, même si ce n'est pas le seul problème de la monnaie, mais le fait que la monnaie du Liban était le dollar, entre guillemets, lié au dollar, était un problème grave. Donc, oui, le gaullisme est toujours complètement utile, mais vous voyez, c'est la philosophie du gaullisme, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la recherche d'un équilibre entre la grandeur de la nation et l'intérêt du peuple, la recherche d'un équilibre en tout, en fait, qui est le guide en fait, philosophique de l'action. Mais par exemple, De Gaulle, lui, il a fait une erreur, mais c'est très facile en regardant 40 ans plus tôt. Il a fait une erreur, par exemple, sur l'agriculture. Il n'en a pas fait beaucoup, mais sur l'agriculture française, où il a remembré, fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de paysans, une agriculture de plus en plus chimique. Vous voyez, 40 ans après, on peut dire qu'il s'était trompé, ou 50 ans après même, qu'il s'était trompé là-dessus. Ce n'est pas grave, parce que de toute manière, on n'avait pas toutes les données qu'on a aujourd'hui, donc on ferait exactement l'inverse de Gaulle sur l'agriculture, mais avec les mêmes principes d'action, avec une régulation de l'État, une indépendance de la nation, et une France aussi au niveau géopolitique, qui est une nation d'équilibre, qui n'est pas le caniche des Américains et pas le caniche des Russes, qui est pour l'équilibre et pour la paix dans le monde. Vous avez concentré sur la notion de protection intelligente. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Protectionnisme intelligent, ça veut dire que déjà, c'est un protectionnisme qu'on va faire de façon intelligente. On ne va pas se couper du reste du monde. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de faire de l'autarcie, de passer du tout libre-échange du commerce avec la Chine avec des droits de douane à zéro à un commerce avec des droits de douane élevés. C'est petit à petit remettre des droits de douane tranquillement, en disant à des pays comme la Chine, par exemple, où nous avons un déficit commercial de la France avec la Chine de 30 milliards, vous avez tout intérêt qu'on commerce avec vous, mais on veut que ce commerce soit équilibré. Donc, on va remettre des droits de douane petit à petit. On va mettre des normes techniques aussi qui permettent de faire du protectionnisme sans que ça se voie. Et je vais vous dire, la Chine le fait. La Chine a décidé il y a 3 mois de se passer complètement de matériel de PC et de logiciels américains et européens, occidentaux. Elle a décidé que tout cela devait disparaître et qu'il n'y a que des produits chinois. Donc, nous, on a aussi le droit de faire comme la Chine et d'avoir un modèle où on peut développer notre industrie. Parce que le vrai problème, vous voyez pourquoi la Suisse est riche et la France est pauvre aujourd'hui. C'est très simple. Quand vous faites un graphique avec le PIB par habitant d'un côté, donc la richesse par habitant, grosso modo, et de l'autre côté, la production industrielle par habitant, vous voyez c'est une droite et que le pays tout en haut, c'est la Suisse. Et pourquoi? Parce que la Suisse a l'industrie la plus forte du monde par habitant. C'est là où il y a le plus d'industrie et c'est ce qui explique sa richesse. Alors nous, on ne peut pas répliquer ce que fait la Suisse, qui est un pays de 8 millions d'habitants. Donc, on est obligé de faire un peu de protectionnisme et ça nous permettra de relancer l'industrie et d'éviter de tomber dans la tiers-mondisation dans laquelle est en train de tomber la France, mais aussi une grande partie du monde occidental, puisque la tiers-mondisation, c'est quoi? C'est quand vous n'avez plus d'industrie, vous avez des petits boulots, et vous avez beaucoup de tourisme. Voilà, ça c'est la description d'un pays du tiers-monde et c'est la voie, le chemin qu'emprunte la France. L'important, c'est de développer l'industrie, une industrie bien entendu du futur, donc une industrie propre. Vous ne cédez pas à l'idée, à une réclamation qu'il faut que la France cède, ça veut dire se débarrasse rapidement de l'euro comme monnaie, hein, Oui, de reprendre le franc. Il n'y a rien de plus simple, vous savez, que de changer de monnaie. C'est 3 jours. En 3 jours, vous avez changé de monnaie parce que la monnaie, c'est quoi? C'est juste le souverain, c'est-à-dire l'État, le gouvernement qui dit ce qui permet de payer les impôts, ce qui permet de payer le trésor public et toutes les choses en France, privées aussi, eh bien, c'est l'euro. Et si vous dites la même chose, mais pour le franc,
vous transformez tous les comptes en euros dans des comptes en francs en 3 jours. Il suffit de changer le symbole, vous voyez, sur les sites Internet et les relevés de compte des gens. Vous changez les prêts en euros deviennent des prêts en francs. Et Il n'y a rien pas de risque sur la stabilité financière avec les autres États, avec les individus? Aucun risque. Le risque pour la stabilité financière, c'est de rester dans l'euro. Parce que rester dans l'euro pour la France, par exemple, aujourd'hui, c'est absolument cataclysmique. On a un déficit commercial de 130 milliards d'euros sur une année glissante. C'est gigantesque. On est à 5% du PIB en déficit de biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on emprunte à l'étranger 130 milliards d'euros pour pouvoir financer cela. Vous voyez? Et donc, on est en train de devenir petit à petit esclave d'une dette étrangère. Et c'est ça qui est dangereux pour notre stabilité financière. Alors que si on sort de l'euro, on va retrouver immédiatement de la stabilité financière. D'ailleurs, un pays comme la Suisse, de 8 millions d'habitants, a une des monnaies les plus solides et les plus fortes du monde. On ne voit pas pourquoi la France n'aurait pas une monnaie crédible comme elle l'a toujours eue depuis des siècles. Comme la situation de la Bretagne, il a augmenté le PIB, il a diminué la dette publique et tout. Hein. La Juste après. Grande-Bretagne s'en sort pas mal, oui, tout à fait. Après le Brexit, elle a plutôt une croissance de la production industrielle plus forte qu'en France. Elle a la même croissance du PIB. Bon, après, on peut regretter avec le Covid, en fait, depuis que le Brexit a eu lieu, ils n'ont pas lancé grand-chose, puisque Boris Johnson a fait des hausses de salaire pour les smicards de 9% en 2021, en mars 2021. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faut augmenter les petits salaires parce que les gens n'arrivent plus à vivre dans nos pays, beaucoup de pays occidentaux. Excusez-moi. Mais effectivement, il faut lancer beaucoup de projets, des projets industriels, ce que voulait faire Boris Johnson, mais ce qu'il n'a pas eu le temps de faire parce que, bien, vous savez, c'était l'ennemi public numéro 1 des progressistes anglais, comme Trump était l'ennemi public numéro 1 des progressistes américains, et ils ont fini par l'abattre à force de campagne et de charges contre lui. Quoi. Oui. Est-ce que la guerre ukrainienne aura des impacts néfastes, catastrophiques sur l'économie de l'Union européenne, déjà fragilisée par plusieurs choses, le Covid, post-Covid, par le déséquilibre financier entre les États, à travers aussi les réclamations syndicales, l'augmentation des charges sociales, etc. Qu'est-ce que vous disiez? Vous savez, depuis 2008, en fait, l'économie occidentale est malade et on aurait dû changer de modèle. Nos dirigeants auraient dû changer de modèle qui était dans l'impasse depuis la crise des subprimes. Qu'ont-ils fait? Ils ont mis des taux d'intérêt à 0%. Donc, voilà. Ils ont mis des milliers de milliards d'euros d'argent public, l'argent de la Banque centrale européenne ou l'argent de la Fed aux États-Unis dans les marchés financiers. Tout ça a permis en fait de faire exploser les prix de l'immobilier, les prix des marchés financiers et des bourses. Donc, ça a profité principalement à l'oligarchie, c'est-à-dire aux gens qui avaient énormément d'argent derrière, et ça a créé un peu de croissance, mais peu de croissance en Occident et en France aussi en particulier. Donc, cette économie, elle est tellement malade, si vous voulez, qu'elle ne peut supporter que des taux zéro. Il faut quand même comprendre qu'en 2018, quand la Banque centrale américaine a voulu remonter ses taux d'intérêt à 2%, à ce moment-là, la bourse américaine s'est effondrée en plein mois de décembre, en plein Noël, ce qui n'a jamais eu lieu avant, et la Banque centrale a dû arrêter. Donc, il faut voir qu'on est dans une fragilité énorme, et pour une raison très simple, c'est qu'on est en train de se désindustrialiser complètement à cause du libre-échange, notamment avec la Chine, et à cause d'un modèle économique plus généralement qui est financiarisé, mondialisé et qui est mal calibré, mauvais. Là-dessus, effectivement, il y a les sanctions contre la Russie qui arrivent. La Russie, on dit à la Russie finalement qu'on veut se passer de gaz russe. Bon, Poutine nous a pris au mot les gouvernements et a dit, vous voulez vous passer de gaz russe, eh bien, vous allez en avoir moins. Aujourd'hui, on a à peu près sur les réseaux de gaz européens 10 ou 20% du gaz qui circule habituellement. Comme on dépend à un tiers de l'énergie russe, si vous voulez, c'est un vrai problème. Mais ça a surtout fait accélérer l'inflation. Donc, on a 10%. Avec l'échec des politiciens européens de créer, d'assurer des autres alternatives au niveau de gaz, soit avec l'Algérie, soit avec le Liban, le conflit libano-israélien, des autres alternatives aussi n'ont pas réussi à obliger les pays du Golfe à augmenter la production. Ça veut dire que finalement, l'Occident n'est plus crédible. C'est vrai qu'on a vu l'Arabie saoudite se poser la question, premièrement, de dire, bon, peut-être qu'on va vendre du pétrole en yuan. Donc, on voit bien que même l'Arabie saoudite n'est plus aussi dépendante de l'hégémonie américaine.
En Oui, plus, mais là où il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème d'incompétence et de corruption absolument énorme chez les dirigeants occidentaux, parce que l'énergie, alors le pétrole encore, vous pouvez le rediriger facilement, il y a des pétroliers un peu sur toute la planète. Le charbon, c'est encore possible, mais le gaz, c'est impossible. Le gaz russe qui coule, qui assure à peu près 35% de la consommation de gaz en Europe, il est impossible de s'en passer avant 3 ou 5 ans. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation très, très complexe. Et le prix du gaz est multiplié par 12. C'est-à-dire que la France, le gaz coûtait 15 milliards d'euros par an, ça va nous en coûter 150, 180 milliards d'euros par an bientôt. Vous voyez, donc c'est une catastrophe. Ça fait exploser l'inflation, mais ça va continuer. Il faut voir qu'en France, on est à 7% d'inflation. Vous, en Suisse, vous êtes à 3%. Et qu'on a 10% d'inflation, grosso modo, en Union européenne, aux États-Unis et en Allemagne. On est à peu près à 9-10%. Donc, on a des baisses de pouvoir d'achat très fortes, du coup, puisque les gens, ils ont des hausses de salaire, par exemple, de 3% en France contre 7% d'inflation, ils perdent 4% de pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire 4% de consommation en moins, pour faire simple, ce qui veut dire qu'on a une récession qui est en train d'arriver et qui est absolument garantie en Europe et aux États-Unis, voilà, qui est garantie. Et s'il y a des pénuries de gaz, comme le disait, et donc d'électricité derrière, comme le disait la radio-télévision suisse romande, on a tous bien suivi ça hier sur Twitter, en fait, où il y a un plan pour couper l'électricité toutes les 4 heures, en fait, et avec 4 heures d'électricité, 4 heures sans électricité. Mais là, c'est une récession absolument gigantesque qui va prendre racine en Europe, avec des pénuries d'énergie, parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, dans ce cas-là, on aura une récession absolument énorme et on a un risque de désagrégation du tissu économique et de désagrégation aussi, bien sûr, du confort des citoyens qui pourront difficilement chauffer, cuisiner, etc. On est vraiment, c'est complètement fou qu'on en arrive là. oui. Est-ce que, Philippe Murer, vous maintenez votre conception, votre vision énergétique avec ce polémique cri sur la souveraineté énergétique suite à la guerre ukrainienne? Ma vision qui est de dire, moi, ma vision, elle est de dire depuis 2013-2014, sur mon premier bouquin sur l'énergie, de dire qu'en fait, on peut se passer dans les pays occidentaux, et notamment en France, qui est mon pays, hein, qui m'intéresse le plus, bien sûr, on peut se passer de 100% d'énergie fossile. Mais pour ça, ce n'est pas un plan à 2 ans, hein, comme veut le faire Bruno Le Maire, c'est un plan à 20 ans. Et c'est tout à fait possible, ça veut dire qu'il va falloir passer au moteur électrique ou au moteur à hydrogène. En France, on sait faire des trains à hydrogène, on en a déjà, qui peuvent remplacer les trains diesel ou les trains électriques si on le veut, mais surtout les trains diesel. On peut faire des voitures à hydrogène, des bus à hydrogène et les avions à hydrogène pour 2035, c'est tout à fait possible. Donc, on peut produire massivement de l'énergie nucléaire avec cette énergie ou des énergies renouvelables. C'est au peuple de choisir par référendum, à mon avis, quel doit être le bon mix. Et derrière, une partie de cette électricité servira à remplacer le pétrole, le gaz, le charbon, et l'autre partie servira à produire de l'hydrogène pour les moyens de transport. Et ça, on est tout à fait capable de le faire dans un grand plan gaulliste, comme l'a fait la France, hein, où elle avait nucléarisé à fond et donc décarbonisé son électricité entre 1975 et 1995. Est-ce que la guerre ukrainienne a confirmé que la vision écologique du gauche, du Parti socialiste qui s'est dérivé l'écolo européen, a été mensongère, loin de la réalité, etc. Ils ont poussé faire la fermeture des centres nucléaires et voilà, Oui, la stabilité énergétique est menacée. exactement. Alors qu'en fait, il fallait au contraire pas pousser à la fermeture, mais à l'ouverture de plus de centrales nucléaires. Alors après, on va pas, c'est pas dans cette émission qu'il faut le faire, mais on a des techniques, si vous voulez, nouvelles de faire des petites centrales à fission liquide qui sont 100 fois moins dangereuses si elles sont bien conçues que les centrales actuelles, qui sont déjà pas dangereuses puisque sur les 50 centrales nucléaires françaises, on n'a eu aucun accident important en 40 ans. Vous voyez, donc on est capable de le faire. Mais ça, c'est la première erreur. Mais il y a une deuxième erreur, c'est de penser que le privé peut faire les investissements de transition énergétique. À l'échelle de la France, j'ai calculé qu'il y avait des investissements privés à hauteur de 2000 milliards d'euros à faire, si vous voulez, pour changer de système énergétique sur une période de 20 ans, c'est-à-dire 100 milliards d'euros par an. Donc, sur l'échelle de la Suisse, qui est un pays plus petit, ça veut dire, vous voyez, ça veut dire 15 milliards d'euros par an, quoi, donc 15 milliards de francs suisses par an. Évidemment que les entreprises privées ne peuvent pas le faire, donc il faut
que la Banque centrale appuie cela au lieu de prêter au marché financier, elle ferait bien de prêter pour l'écologie, pour des projets rentables de production d'énergie, de production d'hydrogène et de réseaux d'hydrogène pour qu'on puisse enfin faire cette transition énergétique et se passer de pétrole, de gaz et de charbon. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, moi c'est ma thèse depuis 2014, je dis attention au pic pétrolier. C'est-à-dire qu'on voit qu'on exporte, en fait, on arrive à augmenter la production de pétrole en lien avec la consommation, mais uniquement avec des pétroles très chers, pétrole de schiste américain ou des pétroles de mer très profonde. Le pétrole conventionnel devient rare. Et même l'Arabie saoudite, qui est le plus grand producteur, a dit « nous pouvons augmenter de 1 million de barils de jour d'ici 5 ans et ça sera probablement le pic de notre production ». Donc, il y a vraiment un danger très important là-dessus parce que le pétrole, c'est 40% de la consommation de la planète et les pays qui ne seront pas préparés au fait que le pétrole devienne extrêmement cher à cause d'une certaine rareté seront des pays qui auront d'énormes problèmes économiques et sociaux. Philippe Murer, vous n'avez pas arrêté à avertir l'opinion publique européenne sur un avenir dramatique au niveau économique et social. Est-ce que vous maintenez votre position pessimiste? Alors, malheureusement, c'est ce que je pense depuis 2011, depuis que j'ai commencé à me lancer en politique et à publier des articles et des livres. Malheureusement, ça va mal au niveau de l'économie, du social. Et ce que dit Klaus Schwab, qui est le patron du Forum économique mondial, quelqu'un d'influent, puisqu'il y a l'adhésion de 1000 entreprises multinationales qui vont à Davos chaque année en Suisse, eh bien, il explique que à cause de la mondialisation, les peuples occidentaux se sont fait globalement laminer, notamment les classes moyennes, qu'elles sont en colère. Et ça, c'est une vérité. Là-dessus, ils ont raison. Et les élites le savent. Le problème, c'est que les élites, plutôt que de changer de modèle pour faire un modèle en accord avec leurs citoyens, veulent continuer dans ce modèle qui enrichit toujours les plus riches, les milliardaires, et appauvrit les classes moyennes et populaires. Et donc, on va à un conflit moi je pense, fort entre les élites et les citoyens. On l'a vu avec le Covid, où ils se sont permis d'enfermer la population, alors qu'il n'y en avait peut-être besoin le premier mois, mais après, ce n'était pas la peine. En fait, on a une lutte à mort entre les élites et les classes populaires, et les élites vont de plus en plus maltraiter les classes populaires et moyennes, jusqu'au moment où est-ce que les classes populaires et moyennes se laisseront faire ou elles se rebelleront, mais ça sera l'un ou l'autre parce que la lutte va devenir de plus en plus sévère. Imaginez, c'est incroyable, il y a 20 ans, personne n'aurait pu imaginer, même il y a 5 ans, que nos élites fassent en sorte, prennent des décisions qui n'ont aucun impact sur la Russie, mais qui, en fait, sont en train de détruire l'économie, nous empêcher de nous chauffer, nous empêcher de nous déplacer et détruire les PME en France et en Suisse aussi. Merci beaucoup, Philippe Murer, l'économiste et l'essayiste. Nous étions avec vous pour discuter à propos de votre ouvrage « Sortir du capitalisme du désastre ». C'est un livre riche d'analyse. Il faut vraiment le consulter, l'utiliser comme une référence. J'aimerais savoir sur la couverture, cette M, c'est McDonald's ou le multi-international? Disons que c'est le symbole, c'est le M de symbole de la mondialisation et des multinationales. Voilà, ce M. Multinational, c'est. Voilà. Oui. Vous êtes contre une domination, vous êtes contre l'économie basée sur la domination, sur l'égoïsme, sur ces rapports de force face aux faibles. Merci infiniment, Philippe Murer, tout en sachant qu'on va vous recevoir en présentiel à Genève prochainement pour discuter avec vous des autres thèmes. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci. Au revoir. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.